sont stupides. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. ChatGPT, Gemini, Perplexity, Mistral ou encore DeepSeek des Chinois. La liste est tellement longue et elle ne s'arrête pourtant pas là. Les IA génératives, on pourrait en citer encore plus. Elles sont le reflet d'un progrès technique, scientifique, technologique dans notre monde. Mais elles ont toutes quelque chose en commun. Elles te rendent stupide. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas pourquoi est-ce que j'affirme cela. Tu es un entrepreneur, un créateur de contenu et YouTube représente pour toi bien plus qu'une passion. C'est un levier stratégique de revenus et d'influence. Mais dans un environnement saturé, la différence ne se joue plus uniquement sur l'idée, mais aussi sur l'exécution. Si ton ambition est d'accroître ta notoriété, d'augmenter significativement ton nombre d'abonnés et de renforcer l'engagement de ta communauté, alors la qualité de ton montage devient un facteur déterminant. Mais on va être honnête, passer des heures sur ton montage, ça te prend quoi? Une énergie de malade précieuse que tu devrais consacrer à autre chose, comme à développer ton business. Mais ça ne s'arrête pas là. Malgré tes nombreuses heures devant ton écran, ton résultat est médiocre, n'attire pas assez et n'engage pas assez. Mon objectif, c'est de transformer tes idées en vidéos qui cartonnent, un montage stratégique, dynamique et bien structuré qui peut complètement changer l'impact de tes vidéos. Plus d'abonnés, plus d'engagement, plus de crédibilité. Tu vises l'excellence, la performance et l'impact. Si la qualité des montages proposés sur cette chaîne te parle et t'inspire, en me confiant ton montage, tu ne gagnes pas seulement en temps, tu boostes également ton image de marque et tu crées une vraie communauté engagée. Si tu es orienté performance et développement personnel, alors traite ton contenu comme un actif stratégique. Abonne-toi maintenant, like cette vidéo si tu veux passer à un niveau supérieur et surtout, si tu veux qu'on travaille ensemble, contacte-moi grâce aux différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Au lieu de nous rendre plus intelligents, plus compétents et plus ouverts d'esprit, nous sommes victimes de ce qu'on appelle une dégradation intellectuelle de plus en plus flagrante. On a tellement délégué à l'IA qu'on est incapable de faire quoi que ce soit d'utile seul. On a abandonné notre faculté à penser, à réfléchir et à trouver des solutions par nous-mêmes. ChatGPT peut être un excellent enseignant expérimenté ou alors l'enfant intelligent à qui la brute de l'école passe le temps à donner ses devoirs de classe pour échapper à la correction d'école ou alors à la correction de l'enseignant en classe. Le premier vous apprend réellement et le deuxième, une marionnette qui finira tôt ou tard par saper votre avenir. L'atrophie cognitive est l'un des dangers les plus silencieux qui nous guettent. Alors, des études ont été menées par le MIT, notamment par Natalia Kosmina et son équipe au MIT Media Lab. Ces études révèlent tout simplement des effets significatifs de l'usage répété de ChatGPT sur le fonctionnement cérébral humain, principalement dans les tâches de rédaction. L'expérience menée sur 54 participants âgés de 18 à 39 ans a comparé 3 groupes. Le premier utilisait uniquement son cerveau, un autre recourait aux recherches classiques avec Google et une troisième équipe utilisait ChatGPT. Les résultats sont frappants. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle la réduction de l'activité cérébrale. Les utilisateurs de ChatGPT ont montré une connectivité neuronale réduite de 9 à 35% selon les fréquences mesurées comparées aux autres groupes. Leur cerveau était moins actif, surtout dans les zones liées à la créativité, à la mémoire et au raisonnement. À noter ici principalement que notre cerveau, ou du moins la conception qu'on s'est faite de notre cerveau pour pouvoir mieux l'appréhender, mieux le comprendre, on a divisé ce cerveau en deux, c'est-à-dire on a l'hémisphère gauche et on a l'hémisphère droit. Et ces hémisphères jouent des rôles complètement différents, l'un pour le raisonnement et l'autre pour tout ce qui est créativité. Par la suite, le résultat des recherches montre également une perte de mémoire et d'appropriation. 83% des utilisateurs de ChatGPT étaient incapables de citer une seule phrase de leur propre texte quelques minutes après l'avoir produit, contre seulement 11%
dans les autres groupes. Beaucoup ont déclaré ne pas se sentir auteur de leur essai. Je pense que ce sentiment-là, beaucoup de personnes qui utilisent ChatGPT le connaissent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour un devoir de classe, pour n'importe quel sujet, vous allez taper cela sur ChatGPT, il va vous donner la réponse. Mais à la minute où le sujet ou alors le but, si par exemple il s'agissait d'un devoir de classe où il fallait déposer, à la minute où vous déposez ce devoir de classe, vous ne connaissez plus rien, absolument rien de ce que vous avez produit il y a à peine 5 minutes. C'est ce que révèle donc cette recherche. Par la suite, on a ce qu'on appelle la baisse de l'esprit critique. Les tests produits avec ChatGPT étaient plus fluides mais moins originaux, homogènes et dépourvus de personnalité. L'étude souligne une diminution de la pensée critique et un risque d'effet de chambre d'écho où les utilisateurs acceptent massivement les idées générées par l'IA. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que aujourd'hui, il est très facile de repérer un texte produit par ChatGPT. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce sont des modèles qui ont été produits sous la base d'un certain nombre d'exemples, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, ils ont été entraînés sur certains types de modèles et ils sont donc amenés à produire un certain type de résultats. Alors, en termes de structure, en termes de, de structuration de leurs réponses, il y a quelque chose de commun. Ils ont un truc du genre, c'est vrai, on va dire que ça dépend de la façon dont vous faites le prompt, c'est-à-dire la notion de prompt engineering et comment est-ce que vous posez la question. Mais au fond, ChatGPT ou alors la plupart de ces IA génératives ont une certaine structure prédéfinie et un certain langage même. Ça veut dire quoi? Pour les professeurs, plus ou moins pour les enseignants, il y a une façon très simple d'identifier des textes ou alors, bon, je ne vais pas parler par exemple de la mathématique parce qu'on sait que la mathématique, la physique, ce sont des sciences exactes. Ça veut dire que s'il y a une réponse juste, s'il y a 1000 personnes, il y a une seule réponse qui doit être, ou au moins qui doit prévaloir. Là, ce sont des sciences exactes et vraiment, franchement, dans ce cas-là, c'est vraiment difficile de savoir si les étudiants ont utilisé ChatGPT ou pas. Encore que bon, c'est aussi facile dans la mesure où le raisonnement ou alors la structuration du raisonnement peut permettre de détecter. Mais c'est beaucoup plus difficile parce que bon, il y a des choses qui ont déjà été préétablies en mathématiques et puis voilà. Mais quand il s'agit des sciences littéraires, par exemple la dissertation, la rédaction des rapports, il y a quelque chose de commun qu'il ne faut pas du tout négliger. D'abord, une absence complète de fautes. Ok, on va dire qu'il y a des gens qui avaient 20 en dictée, que ce soit au primaire ou alors que ce soit au lycée. D'accord, je vous l'accorde. Mais comment est-ce que vous pouvez produire 50 pages sans même qu'il y ait une faute de majuscule? Ça, c'est de 1. Parce que même avec Word, c'est vrai, il y a la correction automatique et tout, mais il y a certains bémols ou alors certaines erreurs que quand on lit, on sent que non, ça c'est un humain qui écrit ça. Mais avec ChatGPT, tout semble parfait. Ça, c'est de 1. De 2, il y a ce qu'on appelle le ton ou alors la façon de parler. Vous allez voir, avec ChatGPT, c'est tellement fluide, c'est tellement avec un français vraiment de ouf. C'est vrai que après vous pouvez lui dire bon, utilise le français courant, utilise le français soutenu, utilise le français du quartier. Je pense que même il peut, pour les Camerounais, je pense qu'il peut parler le franc-anglais. Donc c'est vrai qu'il y a cette façon cette intonation que vous pouvez donner, ou alors ce rythme que vous pouvez donner. Mais à la fin vraiment, c'est très facile d'identifier un texte qui a été écrit par une IA générative. Par la suite, on a ce qu'on appelle l'effet de dette cognitive. Alors, qu'est-ce que c'est? L'usage prolongé de l'IA entraîne une perte d'autonomie cognitive, une atrophie des circuits neuronaux liés à la réflexion autonome et une dépendance croissante à l'outil, même après son retrait. Alors, je pense que ceci, c'est assez simple à expliquer dans la mesure où, tellement vous avez été formaté à utiliser l'intelligence artificielle que pour une petite tâche, aussi insignifiante soit-elle, vous avez recours à l'intelligence artificielle. Vous déléguez complètement votre esprit ou alors tout votre projet, tous vos travaux à l'intelligence artificielle. Vous avez ce qu'on appelle la paresse intellectuelle, de telle sorte que
vous avez cette facilité-là ou alors ce penchant-là à tout déléguer à l'intelligence artificielle. La découverte cruciale pendant cette recherche a été tout simplement que les participants qui ont commencé sans outil puis ont utilisé ChatGPT ont montré une activité cérébrale plus élevée que ceux qui ont utilisé l'IA dès le départ. Cela suggère tout simplement que l'effort cognitif initial est essentiel pour que l'IA serve d'outil d'accompagnement et non de substitution. Alors, pour vraiment expliciter ce terme, je reviens avec une autre recherche parallèle qui a montré que les développeurs seniors, par exemple, qui utilisent l'intelligence artificielle, ont des résultats beaucoup plus probants que les développeurs juniors qui utilisent l'intelligence artificielle. Parce que quoi? Les développeurs seniors ont déjà la maîtrise. Ils connaissent déjà ce qu'ils font. Ils connaissent déjà tous les contours, peu importe le projet, ils ont déjà établi. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le cahier de charge. Ils peuvent établir cela. Ils connaissent exactement les contours de leur projet. Ils connaissent exactement ce qu'ils veulent. Et ils utilisent l'intelligence artificielle juste comme des agents ou alors juste comme des développeurs juniors qu'ils accompagnent parce qu'ils vont juste te dire que ok, voici l'axe par lequel je veux que tu ailles, code-moi ceci et envoie-moi le résultat. Et lorsqu'ils ont donc ce résultat-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils comprennent le code étape par étape et ils corrigent les éventuels bémols. Contrairement par exemple aux développeurs juniors qui vont venir et même le raisonnement du problème en question, par exemple, s'il s'agissait d'un site de e-commerce, ils ne vont pas chercher à savoir les contours, ils ne vont pas chercher à savoir ce que le client veut, ils ne vont pas chercher à savoir, ils ne vont rien comprendre. Et tout ce qu'ils vont faire, ils vont dire que, ok, ChatGPT, j'ai une personne qui m'a demandé qu'il veut un site de e-commerce. Propose-moi un cahier de charge et à travers ce cahier de charge-là, propose-moi un code de A à Z. Vous voyez, c'est deux raisonnements complètement différents et cette découverte cruciale menée par le MIT prouve cela. C'est-à-dire que lorsque à la base vous avez déjà votre raisonnement propre, lorsque à la base vous avez déjà effectué une certaine réflexion et que après vous utilisez l'IA, vous avez des résultats beaucoup plus probants parce que l'IA ici est tout simplement une pièce de plus à ce que vous aviez déjà. Alors, en termes de recommandations, qu'est-ce que cela suggère donc? Qu'est-ce que le MIT voulait donc nous faire comprendre à travers cette étude-là? L'étude n'a pas encore été soumise à une évaluation par les pairs et l'échantillon est restreint à 54%. Donc, c'est vrai, avec un échantillon aussi bas, il n'est pas facile de dire que les recherches ont été totalement approuvées, mais ce sont des recherches dont les résultats doivent vraiment être pris en compte. Alors, deuxièmement, les résultats s'appliquent principalement aux tâches de rédaction et ne peuvent être généralisés dans d'autres domaines. C'est ce que je disais notamment. Parce que avec tout ce qui est dissertation, rédaction et tout, il y a aussi certaines statistiques qui montrent que les IA génératives sont principalement utilisées dans ce contexte-là. Et comme je l'ai dit tantôt, par exemple pour les mathématiques, c'est beaucoup plus difficile ou alors c'est beaucoup plus complexe d'identifier ou alors de... Mais je pense sincèrement que le résultat reste le même, que ce soit dans n'importe quel domaine. Vraiment, si vous avez une facilité à déléguer toutes vos tâches à l'intelligence artificielle, il sera très difficile pour vous d'avoir une autonomie intellectuelle et cognitive. Par la suite, les chercheurs qui ont donc mené cette étude recommandent d'utiliser l'IA après un travail de réflexion personnelle et mettent en garde contre son usage chez les enfants dont le cerveau sont en développement. Ça, c'est un point tellement crucial et important. Pourquoi? Parce que les enfants, par exemple, sont à un stade où, quand je dis enfant, c'est généralement jusqu'à 7 ans, voire jusqu'à 12 ans. Parce que pendant cette période-là, c'est vraiment la période pendant laquelle on est dans un processus d'apprentissage, dans un processus d'accumulation de connaissances. Dans un prochain chapitre, voilà, dans une prochaine vidéo, je vais vraiment parler des étapes d'apprentissage ou alors tout ce qui fait en sorte qu'on est intelligent ou alors qui font en sorte qu'on a plus de connaissances et de compétences. Donc, cette recherche suggère tout simplement qu'il
faut utiliser l'intelligence artificielle en ayant une base déjà préétablie. Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, imaginons que vous voulez apprendre à coder, un exemple basique. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement utiliser d'abord la méthode traditionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Utiliser des livres, utiliser des tutos, utiliser des recherches sur Google, utiliser par exemple aussi des sites ou alors des forums tels que Stack Overflow. Et à travers cela développe en fait votre mental, ou alors cela permet à votre cerveau d'être tellement actif, de telle sorte que si après vous avez des projets ou alors vous avez certains bémols qui nécessitent que vous alliez vers l'intelligence artificielle, vous allez comprendre, non seulement vous allez comprendre ce que vous recherchez en allant sur l'intelligence artificielle, mais aussi vous allez comprendre le résultat qu'il vous donne. Ça, c'est vraiment un point crucial et important. Alors, en résumé, les études du MIT mettent en garde contre la dépendance cognitive excessive à ChatGPT qui pourrait affaiblir les capacités cognitives fondamentales, mais ils soulignent également aussi que l'IA peut être bénéfique si elle est utilisée de manière réfléchie et complémentaire. Alors, c'est vraiment cette conclusion qu'on peut tirer après cette vidéo. Donc, que ce soit ChatGPT, que ce soit Gemini, que ce soit DeepSeek des Chinois, vraiment utiliser l'intelligence artificielle avec parcimonie, surtout l'intelligence artificielle générative, parce que c'est ce dont on parle ici. Parce qu'après, il y a des intelligences artificielles un peu partout, mais ici on se focalise plus sur celle générative. Donc, vraiment, utilisez ces IA-là avec parcimonie, utilisez-les comme professeurs et non pas comme des personnes qui sont censées effectuer les tâches qui vous incombent. Pourquoi est-ce que je parle de professeurs? C'est parce que les IA ont une connaissance beaucoup plus large du spectre. Ça veut dire que, imaginez par exemple un outil qui connaît tout Internet, il connaît tout Wikipédia, il connaît tout. Donc ça veut dire que, à la base, ces IA sont vraiment performantes. Maintenant, il ne s'agit pas ici de leur déléguer vos tâches. Il s'agit ici de les utiliser comme outils permettant de progresser. Ça veut dire qu'on est dans une, comme je l'ai dit dans une prochaine vidéo, je vais vraiment détailler les phases ou alors le processus d'apprentissage. Parce que dans ce processus-là, il y a ce qu'on appelle le processus d'accumulation de connaissances. Les IA sont en fait là pour vous permettre ou alors pour vous faciliter pendant cette période d'accumulation de connaissances là, parce qu'ils connaissent beaucoup de choses que vous cherchez. Et ils facilitent aussi dans la mesure où, par exemple avec Google, vous allez parcourir de nombreux sites et tout, mais avec l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité d'aller droit au but. Et dire aussi ici que les IA mentent. Ok. Bon, dans le jargon scientifique, on n'utilise pas le terme mentir, mais on utilise le terme halluciner. On dit souvent que les IA hallucinent. Cela veut dire que qu'ils ne donnent pas toujours des réponses correctes. Vous avez sûrement, pour les utilisateurs de ChatGPT, vous avez sûrement connu cette situation où vous lui demandez quelque chose, vous connaissez déjà la réponse à la base, vous lui demandez un truc et il vous donne une réponse fausse. Mais dès que vous lui dites que sa réponse est fausse, il vous dit que ah désolé, je savais, bon, il faut que je revoie, merci de m'avoir corrigé, ainsi de suite. Il faut savoir que les IA génératives progressent aussi en fonction de ce qu'il reçoit. Ça veut dire que si vous lui posez une question qu'il ne connaît pas forcément, c'est aussi une occasion pour lui d'apprendre. Donc, déléguer complètement votre raisonnement à ChatGPT, c'est une erreur parce que lui aussi, il est sujet à erreur. La preuve en est, c'est que même lorsque vous utilisez les IA, tout en bas, ça va être écrit en très petits caractères. On vous dit souvent qu'ils ne sont fiables qu'à un certain pourcentage et ils vous recommandent même d'aller vérifier les sources. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et alors, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo.